Je suis Alexandra Nemry et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ludification, de jeux vidéo, mais aussi de science. Et donc, tout ce qui est domaine du jeu vidéo, ça me parle beaucoup. Je suis gamer. Je ne sais pas si vous, dans la salle, vous jouez un peu aux jeux vidéo. Vous êtes un peu gamer? Un peu, c'est bon, très bien. Donc, comme je disais, moi, j'ai fait ma thèse en ergonomie en France, à l'Université de Lorraine, et ma thèse portait sur les interfaces persuasives. Donc, comment modifier le comportement et l'attitude des personnes par le biais des interfaces. Donc, tout ce qui est ludification, mais aussi éthique, faisait déjà partie de ma thèse. Donc, en gros, ça dit que si vous voulez faire une interface, un produit qui soit influent, il faut qu'il ait des qualités statiques, telles que la crédibilité, l'attractivité, la personnalisation, mais aussi le respect de la privacité. Et si vous voulez changer le comportement humain, ça prend une boucle temporelle. Si vous voulez amener une personne d'un comportement A à un comportement B, ça prend des étapes engageantes dans le temps. Pour vous parler un peu de mon parcours, donc j'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie. Donc j'ai été UX designer dans des compagnies de logiciels comme SAP, Cisco, Sage. Mais donc ça fait 7 ans, 8 ans que je m'étais spécialisée comme UX designer côté jeux vidéo. Donc j'ai travaillé à Montréal pour des compagnies comme Ubisoft, Square Enix, Sony PlayStation. Et ça fait 1 an et demi que je suis professeur et chercheur à l'université de l'ETS, dans le tout nouveau département design. Vous pouvez voir ici notre université, notre pavillon près de Bonaventure. Et on a accueilli notre première cohorte en design d'expérience utilisateur en septembre l'année dernière. En dehors des cours que je donne à ETS, je donne aussi des cours à l'UQAT, à HEC, à Polytechnique, sur des sujets comme l'éthique en expérience utilisateur, la recherche utilisateur, les playtests en jeux vidéo. Donc, tout ce qui est recherche, science, une fois de plus, jeux vidéo, c'est des sujets qui me passionnent et que j'enseigne. J'aime tellement les jeux vidéo qu'il y a un concours Ubisoft qui s'appelle le Game Lab. Ça fait 2 ans que je supervise des équipes. Mais donc, c'est une opportunité aussi pour les étudiants de se familiariser avec l'industrie, de pouvoir participer à des projets collectifs et d'avoir une visibilité par rapport à ça. Autre élément dans lequel je suis impliquée, donc je suis bénévole dans une association qui s'appelle Apéro UX. Donc, tous les 2 mois, on organise des événements gratuits sur différentes thématiques. Il y en a eu un sur l'éthique, ça peut toucher expérience utilisateur et santé, expérience utilisateur et la question juridique. Donc, si c'est des éléments qui vous intéressent, vous pouvez aussi suivre ça. J'ai aussi une implication avec IA et jeux vidéo. Donc, je travaille sur des sujets de recherche avec 2 compagnies, entre autres. Donc, une qui s'appelle LocusX. Donc, ça dit que quand vous avez un bug dans une production de jeu, entre le moment où vous trouvez le bug, le moment où vous corrigez le bug, il se passe au moins 8 heures. Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le travail à la fois des testeurs, des QA, mais aussi le travail des développeurs, programmeurs. Et la deuxième compagnie startup, vise à faire un outil pour les game designers qui ne sont pas forcément très techniques, bons en programmation. Donc, c'est encore une fois l'utilisation de l'AI, mais comme coaching pour tout ce qui est NPC, donc les personnages non joueurs dans les jeux vidéo, pour leur enseigner des comportements dans le jeu, mais plus d'une manière coaching sportif, donc avec du langage naturel, des dessins, etc. Et donc, mes sujets de recherche, comme je vous disais, j'ai une expérience dans le jeu vidéo. Donc, maintenant à l'université, mon but, c'est de montrer comment appliquer ça à d'autres sujets, que ce soit aussi bien l'écologie, par exemple. On a un partenariat en ce moment avec le port de Montréal. On travaille sur le sujet du jumeau numérique. Donc, on a plein de données par rapport au Saint-Laurent. Donc, que faire de ces données? Donc, c'est la bonne visualisation de données pour aider les experts du maritime à mieux prendre leurs décisions. J'ai des sujets de recherche aussi avec l'INS, l'Institut national du sport au Québec. Donc, par exemple, on aide les patineurs de vitesse à mieux comprendre leurs données, à avoir des données personnalisées pour les aider eux et leurs coachs, pour qu'ils aient des programmes sur mesure et personnalisés pour améliorer leurs résultats aux Olympiques, qui étaient récemment. On travaille aussi avec les boxeurs olympiques et les nageurs paralympiques. D'autres sujets aussi sur intelligence artificielle, agriculture, robotique. Donc, c'est assez large parce que finalement, tout ce qui est expérience utilisateur, donc améliorer, concevoir des produits, des systèmes avec des humains et des individus, ça touche vraiment beaucoup de domaines. Et comme je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, tout ce qui est ludification, l'utilisation des éléments de jeu s'applique aussi à beaucoup de domaines. Donc, le menu du jour. Mon but, c'est de vous donner quelques informations sur la ludification pour que vous en sachiez un peu plus dessus. Vous expliquer pourquoi aussi certains éléments marchent, certains marchent moins bien aussi. Le but, c'est que je vous donne aussi des exemples concrets qui existent dans l'industrie pour le grand public, par exemple. Et puis, le but, c'est aussi de vous donner des outils clés en main, un framework, des choses que vous pourriez réutiliser, des conseils, guidelines, si vous deviez faire un outil ludifié ou si ça vous donne l'envie de le faire. Et puis, parce qu'on parle d'influence, de changement de comportement, je vous parlerai aussi d'éthique à la fin.
Mais donc oui, est-ce que dans la salle, vous avez déjà utilisé LinkedIn? Oui. Strava? Duolingo? Oui. Alors, vous voyez que ces éléments sont ludifiés. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Si on part de LinkedIn, par exemple, si vous avez déjà vu le fait que votre profil, ça vous dit « Ah, vous avez rempli 80% de votre profil », c'est une jauge, c'est un petit élément, mais ça vient des jeux vidéo pour inciter, pas 100% des gens, mais une petite partie à compléter 100% de leur profil. Strava, pour ceux qui utilisent, le fait qu'il y ait des kudos, donc des encouragements pour inciter vos amis ou vos connaissances, dès qu'ils ont fait une activité sportive, etc., c'est un élément social qui vient des jeux vidéo pour inciter et encourager vos amis à faire ça. Et si vous avez déjà utilisé Duolingo, là, on est vraiment totalement du côté jeu. On a tous les codes du jeu, que ce soit tout ce qui est expérience, points d'XP, avoir des récompenses, avoir des points, on est vraiment du côté du jeu à 100%. Mais donc, on peut utiliser les différents éléments à différentes échelles. D'autre part, donc moi, mon université en Lorraine, on défend le fait que tout ce qui est ergonomie, expérience utilisateur, dans le fond, ça a suivi l'évolution des technologies. Donc, si on remonte très loin, si on part des années 50, les premiers ordinateurs, par exemple, c'était des machines très lourdes qui prenaient beaucoup de place dans des salles entières. Le but, ça a été de rendre ça accessible, donc de rendre les produits plus petits. Donc, c'est là où il y a eu le début de la micro-informatique dans les années 60-70. Une fois qu'on a eu la micro-informatique et que le grand public a commencé à avoir un ordinateur chez eux, le but, ça a été de rendre ça aussi plus utilisable. Donc, certes, les gens l'avaient, mais le but, c'était de comprendre aussi ce qui se passait à l'écran, ce qu'on pouvait faire avec les outils. Dans les années 80-90, il y a eu justement l'essor des jeux vidéo, les consoles. Donc là, on a commencé à prendre en compte les émotions positives. Avant, tout était très sérieux. Donc là, on a commencé à se demander c'est quoi le fun, comment on peut susciter des émotions positives. Donc là encore, l'expérience utilisateur a accompagné ça. Et à partir des années 2000, on a identifié que tout ce qui est essor du e-commerce, essayer de vous vendre des choses, c'était des tentatives d'influence aussi. Donc, encore une fois, donc les technologies ont évolué, l'expérience utilisateur a suivi ça aussi pour essayer d'influencer les personnes, utiliser des leviers. Donc, comme je vous disais, tout ce qui est ludification, utilisation des éléments qui viennent des jeux vidéo à des domaines qui sont non jeux vidéo, ça fait partie de cette évolution aussi, donc de réutiliser des éléments qui existent pour tenter d'influencer. Donc, la plupart du temps, tout ce qui est ludification, ça peut être pour de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation, par exemple. Ça peut être utilisé dans différents domaines. Aujourd'hui, donc, on pourrait distinguer donc, tout ce qui est jeux vidéo, vous connaissez peut-être. Donc, avoir une expérience de jeu complète, le but, c'est d'avoir des émotions positives pendant que vous jouez. Un jeu sérieux, si vous avez déjà vu, joué ou testé. Donc, on est sur des choses qui reprennent des éléments du jeu, mais le but est clairement sérieux. Il y a un but de formation, par exemple, pour les adultes ou d'éducation pour les enfants. Et la ludification, ce serait de rajouter des éléments ludiques qui viennent des jeux à n'importe quoi, que ça peut être des services, des produits physiques, des produits numériques. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses différentes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Foldit? Oui, quelques personnes. Donc moi, c'est un exemple que j'aime bien donner, de jeux sérieux, justement. Donc c'est une expérience, une initiative qui a débuté en 2008 avec l'Université de Washington. Donc ils ont voulu créer un jeu multijoueur, viral, international, pour aider à comprendre tout ce qui est protéines, molécules protéines. Et puis justement, comment une protéine fonctionne, c'est qu'on peut la plier, d'où le nom du jeu Foldit. Donc le but, c'était un peu de vulgariser ça, parce que c'est un domaine, une science qui est quand même un peu compliquée à la base, et de le rendre accessible à du grand public. Ça a bien marché, il y a eu plus de 200 000 participants dans le monde qui ont joué au jeu, qui ont essayé de tester différentes séquences, différentes manières de plier la protéine en 3D. Et il y a eu des effets dans la vie réelle. Donc, par exemple, les chercheurs étaient bloqués depuis une dizaine d'années sur résoudre une molécule en rapport avec le sida. Grâce au jeu, ça a été résolu en une semaine. Grâce au côté participatif, beaucoup de joueurs à travers le monde ont aidé à trouver une solution à ce problème qui ne trouvait pas de solution avant ça. Pour l'anecdote, quand ils ont publié un article scientifique, ils ont cité l'ensemble des joueurs, donc c'était plus d'une centaine de personnes, ce qui est aussi très intéressant. Au-delà de ce domaine-là de la santé, il y a eu des impacts aussi, donc grâce au jeu, ils ont découvert des molécules qui étaient plus résistantes, qui étaient utilisées dans le domaine de la construction. Un qui a été utilisé aussi pour dépolluer les rivières. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant de jeu scientifique qui a eu des impacts dans la vie réelle dans différents domaines. Comme vous voyez, donc ça peut avoir des impacts. Autre question, donc on a vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient joueurs dans la salle.
On a un modèle en game design qui s'appelle la taxonomie de joueurs de Bartle, qui dit que quand on joue à un jeu vidéo, il y a 4 profils, 4 personnalités. Donc il y a ceux qui sont explorateurs. Si vous avez une carte dans le jeu, leur but c'est de découvrir 100% de la carte. Il y a ceux qui sont plus accomplisseurs. S'il y a des récompenses à débloquer, ils vont vouloir 100% des accomplissements. C'est très statistique. Il y a ceux qui sont plus socializers, ceux qui aiment jouer à des jeux pour parler avec leurs amis, être dans des guildes, rencontrer des nouvelles personnes. Et enfin, il y a ceux qui sont plus combattants. Donc ça, c'est moi. C'est ceux qui aiment le player versus player, donc affronter, se battre contre d'autres joueurs à distance ou avec leurs amis. Et ma question, donc, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces axes. À votre avis, c'est quel profil qui est le plus présent dans la population de joueurs? Qui pense que c'est combattant? Vous pouvez lever la main. Quelques personnes. Qui pense que c'est accomplisseur? 3-4 personnes. Qui pense que c'est socializer? Et qui pense que c'est explorateur? Donc, la bonne réponse, c'est surprenant, mais c'est socializer. Donc, parce que justement, bravo pour ce qu'on trouvait, on a tendance à croire, quand on veut faire de la ludification, on va mettre un tableau de bord, on va mettre des points, les gens vont s'affronter. Non, finalement, il y a plus de gens dans la population qui jouent à des jeux pour créer du lien, pour faire de la collaboration, coopération, que pour se battre et avoir le meilleur score que tout le monde. Donc, ça fait partie des choses que je vais vous montrer aussi, donc des conseils si vous faites de la ludification. Il ne faut pas forcément faire le classique tableau de bord pour que les gens juste se comparent. Donc, on pourrait se demander, il y a quand même beaucoup d'initiatives en termes de ludification dans différents domaines, pourquoi ça marche, et des fois, pourquoi ça marche moins aussi. Donc, tout ça, ça repose, pour ceux qui connaissent les jeux, que ce soit les jeux vidéo, mais les jeux de table aussi. Donc, ça marche parce qu'on va utiliser différentes choses, que ce soit aussi bien des mécaniques, donc comme je vous disais, ça peut être des points, des badges qu'on va attribuer aux personnes, ça peut être des niveaux que vous allez monter, comme dans Duolingo, si vous avez déjà joué. Il y a des éléments aussi qui sont dynamiques, donc le fait d'avoir de la compétition, le fait de pouvoir vous voir progresser dans un domaine, une compétence, etc., d'avoir du feedback visuel là-dessus, ça va vous aider aussi. Et puis, finalement, il y a aussi des éléments un peu visuels et esthétiques. Donc, si c'est attractif, que ça vous apporte de la joie, qu'il y a de l'animation, que ça vous donne de la tension, de la curiosité, que vous avez envie d'en savoir plus, de continuer, tout ça, c'est des mécaniques qui sont utilisées, éprouvées, qui viennent des jeux, qui vont être vraiment appliquées concrètement dans des éléments. Pourquoi ça marche aussi? Parce que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, si on veut accompagner un comportement ou une attitude de A vers B, il faut l'accompagner dans le temps. Ça ne peut pas être immédiat. La personne change tout de suite, la personne a toutes les connaissances. On va avoir finalement une boucle d'apprentissage où vous allez avoir du retour, du feedback, justement pour voir votre progression, pour vous voir changer de niveau. Donc, vous allez avoir un signal, vous-même allez faire une action dans le jeu ou dans le produit. Vous allez avoir un retour pour voir si c'était bon, c'était correct, ou si c'était pas bon et qu'il faut recommencer aussi. Ça va vous permettre, vous, de vous ajuster en termes de compétences ou de connaissances. Et puis, vous allez pouvoir réessayer, continuer. Donc, tout ça, c'est ce qui va vous amener à progresser. Si je prends l'exemple de Duolingo, donc le but, on est bien sur un objectif sérieux. Le but, c'est d'apprendre un langage. Même si maintenant, je crois qu'on peut apprendre de la musique et des maths dedans. Bon. Mais mettons qu'on veuille apprendre quelque chose. L'action que vous allez accomplir avec Duolingo, c'est finir une leçon, un chapitre. Le feedback que vous allez avoir, qui est assez positif, c'est d'avoir votre petite jauge d'expérience qui va augmenter, une animation, un petit bruit plutôt positif aussi, et votre fameuse streak, donc le fait que vous ayez fait plusieurs jours d'affilée, c'est ça aussi qui fait partie du retour. Vous, comment vous allez réagir et interpréter ça, c'est je fais des progrès, je me rapproche de mon objectif de m'améliorer dans cette langue. Et puis, l'action, c'est que ça vous donne envie de recommencer le lendemain normalement. Donc, plus vous allez donner du feedback positif, plus ça va vous encourager et ça va vous rapprocher normalement de votre but final. On a aussi des théories, donc la théorie de l'autodétermination de Decian Ryan, qui dit, dans l'éducation plutôt, que pour vous comme pour moi, ça marche aussi. On aime se sentir autonome dans votre activité professionnelle, etc. Si vous avez tous les outils pour réussir, c'est quelque chose que vous appréciez en général. Vous, comme moi, vous aimez vous sentir en compétence. Donc, oui, on vous demande quelque chose, mais vous êtes capable de le faire. Sinon, c'est plutôt frustrant, un peu énervant, vous n'allez pas aimer ça non plus. Et puis, il y a finalement le sentiment d'affiliation, donc de pouvoir connecter avec l'objectif ou la tâche qui vous a été demandée aussi. Donc, si la ludification n'adresse pas ces 3 éléments-là aussi,
ça ne marche pas très bien. Donc, si jamais on vous force des choix, on vous donne des choses qui n'ont pas de sens, on vous demande de remplir des exercices, mais vous n'avez jamais eu les compétences ou les moyens, une manière de réaliser ça, ça va ne pas marcher, vous allez être plutôt frustré par rapport à ça. Donc, le risque, c'est si votre streak, pour ceux qui ont joué à Duolingo, une fois de plus, par exemple, ça devient plus important que le fait d'apprendre. Donc, toi, tu as déjà joué à Duolingo. C'est quoi ton retour positif, négatif par rapport à ton utilisation? J'ai quitté musique. Ah, bah voilà, ok. Mais tu as quitté à cause de la streak? Voilà, donc ça devient un problème aussi. Pour ceux qui utilisent Strava dans la salle, imaginez, vous avez une blessure, donc vous ne pouvez pas vraiment vous entraîner, mais en même temps, vous avez votre streak, ça vous donne envie de faire cet entraînement en plus, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? Donc c'est là où on voit que ça a des limites aussi de pousser ou donner des feedbacks trop précis qui vous fait perdre de vue votre objectif original finalement. La dopamine, vous savez aussi que c'est bon pour le moral, c'est ce qui nous motive, c'est source de joie. Donc normalement, tous ces jeux-là, ces éléments de ludification, oui. En gros, c'est plus la manière dont Duolingo le fait, c'est que ça vous culpabilise ou ça vous envoie aussi des courriels ou des messages un peu répétitifs, genre « t'as pas fait aujourd'hui ». Donc finalement, vous vous sentez un peu mal, alors qu'à la base, vous vouliez jouer à un jeu pour apprendre une langue. Ta streak la plus longue a duré combien de temps? 60, 60 jours. Et toi? T'es toujours dedans. 365 jours. Bravo, 365 jours. Donc, vous voyez, ça incite quand même les gens à être réguliers, mais chaque chose poussée à son extrême peut avoir des effets un peu négatifs, finalement. Donc oui, comme je disais, vu qu'on est sur des éléments du jeu, donc des petites musiques, des animations, des récompenses qui vont vous donner des petites sources de joie, c'est positif, c'est bien, mais c'est des petites choses qui sont immédiates. Finalement, si on veut amener un changement de comportement qui soit durable, on revient sur des sujets comme l'écologie ou la santé, etc., on préfère avoir de la motivation long terme. Donc, si on a trop de dopamine, de petites récompenses immédiates et rapides, ça ne vous incite pas à justement garder l'effort dans le temps, à revenir, à penser à tout ce que ça peut vous ramener sur le long terme. Donc, la dopamine, oui, ça va aider en quelque sorte, ça va être un activateur, mais on ne peut pas non plus se reposer que là-dessus parce que ça nous évite d'avoir des résultats ou des effets positifs sur des durées plus longues, finalement. Le but, c'est de jouer plutôt sur ce qui va donner du sens. Donc, pourquoi vous le faites? Apprendre une langue, apprendre la musique, apprendre... Ça, c'est quelque chose que vous valorisez. Si c'est juste avoir une petite étoile en plus, un point ou un petit badge, c'est ça qui a moins de valeur finalement. Donc, revenir à l'essentiel sur ce qui donne du sens et de la valeur pour les personnes qui s'en servent. Donc, la motivation, comme on disait, c'est important. Donc, tout ce qui est motivation intrinsèque, ben, c'est ça, ce que je disais, vous donnez de la valeur à ces choses-là, vous allez vous sentir en compétence, vous allez avoir l'impression de progresser, donc de développer une connaissance ou une compétence. Ça, c'est ce qui est le plus durable. Tout ce qui est dopamine rapide, léger, comme vous disiez, c'est d'avoir des récompenses d'affilée, d'avoir des points d'XP, d'avoir un tableau de bord, d'avoir des badges. C'est une récompense extérieure. L'équivalent de vous donner de l'argent pour que vous changiez, en général, ça ne donne pas des très bons résultats pour le long terme aussi. Donc l'équivalent dans les jeux, qu'ils soient des fausses récompenses ou des petits trophées, des petites rewards et tout, ça va moins bien marcher également. Donc une bonne ludification, comme vous aurez compris, ça supporte, ça soutient tout ce qui est motivation intrinsèque, tout ce qui a du sens, tout ce qui vous permet de vous améliorer et qui vous donne de la valeur finalement. Mais si jamais donc, votre outil ne vous fait pas ça, donc n'a pas de valeur en soi, vous pouvez faire les meilleures fonctionnalités de ludification, ça ne va pas aider à rendre votre produit meilleur finalement. Donc vous devez déjà avoir quelque chose, une bonne intention à la base, et ces petits éléments de feedback, etc., vont aider à appuyer ou à soutenir, à plus motiver vos utilisateurs ou utilisatrices. Je voulais aussi vous donner quelques exemples concrets. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Foldit. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà joué à Borderlands? Oui, des personnes, très bien. Donc, c'est le studio Gearbox qui a travaillé sur le jeu Borderlands. Et donc, ça a impliqué aussi l'université de McGill. Et donc, il y a un chercheur avec qui je travaille qui s'appelle Roman Sarrazin-Gendron, qui est venu avec cette approche de Game First. Ça veut dire que peut-être que vous avez déjà vu des jeux sérieux qui n'étaient pas très aboutis, pas de très bonne qualité. Donc, ça veut dire que le jeu n'est pas très bon, mais finalement, l'intention qui est derrière, on n'arrive pas au but non plus. Si le but, c'était l'apprentissage, par exemple, des maths, ça va ni être bon sur la forme, ni sur le fond. Avec l'approche Game First, c'est de dire que si le jeu est vraiment très bon, on peut faire passer beaucoup d'idées, beaucoup de connaissances derrière ça.
Donc, ils sont partis du jeu Borderlands qui marchait déjà très bien. Et ils ont créé donc un mini-jeu pour justement essayer de faire comprendre le microbiome humain. Donc, on est vraiment sur des choses scientifiques et sérieuses. Mais vraiment, la qualité a été poussée assez forte là-dedans. Pour ceux qui ont déjà écouté Big Bang Theory. Ah oui, donc ils ont embauché Mayim Bialik, qui était actrice dedans. Donc, il y a un PhD également pour le trailer, pour le lancement. Et le jeu ressemble à ça à l'intérieur. Donc, il y a vraiment une manière d'apprendre des choses poussées en termes de santé à travers un jeu grand public qui marchait très bien aussi. Donc ça, c'est un des exemples, Borderlands. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà joué à EVE Online? Un peu moins, mais il y en a aussi. Donc, ils ont fait quelque chose de similaire aussi. Donc, ils ont fait un jeu où il faut classer des données scientifiques. Donc, ils ont appelé ça le projet Discovery. Donc, il y avait 4 phases dans le jeu, donc avec un mini-jeu. Donc, le jeu, à la base, EVE Online, marchait déjà très bien. Et donc, ils ont fait un mini-jeu sérieux dedans, scientifique, avec des systèmes de récompense où si les gens jouaient donc, au mini-jeu scientifique, le but, c'était aussi de mieux comprendre des éléments moléculaires. Donc, on revient aussi sur des choses de science plus sérieuses aussi. Ça leur donnait aussi des points dans le jeu. Donc, les deux étaient liés. Donc, oui, comme on a dit, Duolingo, il y a des éléments positifs à apprendre une langue. Mais effectivement, dans les backlash que le jeu a eu aussi, c'est le fait, leur modèle économique, ça reste comme de vous faire payer aussi. Et le coût de la culpabilisation, c'est sûr que c'est négatif aussi. Parce que vous, comme moi, on ne veut pas faire pleurer cette petite chouette, ce petit hibou mignon. Mais donc, ça vient jouer sur des émotions comme la culpabilité, etc., pour vous inciter à continuer. D'où les questions d'éthique qui sont quand même un peu discutables. Donc, on va voir ça un peu plus tard aussi. Donc, on l'a vu, si jamais la streak devient plus importante que le fait d'apprendre, les gens ont tendance à arrêter de jouer de toute manière. Donc, faire attention à ça. Tout ce qui est publication scientifique sur la ludification, ça vient soutenir un peu ça aussi. Donc, si vous utilisez des éléments qui viennent des jeux, ça peut apporter des effets. Mais c'est vrai que ça dépend aussi du contexte dans lequel vous souhaitez l'appliquer. Comme on a vu, il y a plein de domaines différents, que ce soit santé, sport, écologie, etc. Donc, le but, c'est de donner du sens aussi. Et puis, il y a des choses, oui, ce que ça nous dit aussi, c'est que finalement, l'aspect narratif des jeux vidéo, des fois, ça vous raconte des histoires, ça vous plonge dans un autre monde, que ce soit futuriste ou heroic fantasy. Donc ça, c'est des éléments forts. Et finalement, pour l'instant, la ludification utilise encore peu ces éléments-là. Et donc, il y a quelque chose comme une opportunité à tirer de ça. Il y a une initiative aussi qu'on a eue avec une autre professeure de l'ETS dans le domaine donc, de l'écologie. Donc finalement, tout ce qui est ludification pour inciter les personnes, le grand public à avoir de la mobilité active, donc marcher plus pour aller à un endroit ou prendre plus le vélo. L'Europe est assez avancée là-dessus, donc ils ont plus d'initiatives, plus de jeux sérieux par rapport à ça, plus de budgets gouvernementaux aussi finalement. Donc avec ma collègue, on a fait une revue de 18 articles par rapport à ça, avec l'idée d'essayer d'en extraire des choses qui peuvent être intéressantes pour qu'on puisse appliquer en Amérique du Nord, plus particulièrement donc au Canada. Ce qui est ressorti de ces études, donc il y a beaucoup d'initiatives, comme je vous disais, en Europe, mais finalement, il y a beaucoup le problème de one size fits all. Donc, ils font un jeu, une application, un site web pour inciter, mais il manque l'aspect personnalisation. Donc, ça parle à tout le monde comme si tout le monde avait les mêmes besoins, les mêmes contraintes, sauf que tout le monde n'a pas les mêmes revenus, n'habite pas en ville ou à la campagne, ça va faire des besoins différents aussi. Donc, pour faire une bonne ludification, ce qui ressortait, c'est aussi donc, de pouvoir avoir une approche personnalisée, de pouvoir s'appuyer sur les contraintes et les spécificités aussi de chacun. Donc, ça donne plus de résultats aussi. Donc, mon but, c'était de vous donner aussi quelques outils, si jamais ça vous donne envie de faire un peu plus de ludification et d'essayer d'appliquer ça. Donc, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans. Pourquoi je vous parle beaucoup de ludification jeux vidéo, sachant que mon background, c'est très expérience utilisateur, ergonomie et facteur humain. Finalement, comme je vous disais, quand on parle d'expérience utilisateur, le but, c'est de co-concevoir les projets, les produits, les outils avec les humains. Et comme je vous disais juste avant, le fait d'avoir une approche personnalisée, ça donne plus de résultats aussi. Donc finalement, le but, c'est de partir du problème, de la contrainte, du besoin de la personne à la base. Comme ça, on est sûr qu'on va faire quelque chose qui va être utile et utilisable, c'est mieux aussi. Une fois qu'on a identifié un problème, c'est là où vous allez vous intéresser au comportement, aux latitudes que vous visez. Donc, si c'était l'exemple juste avant, c'est d'inciter les gens à faire plus de vélo, par exemple.
Après ça, vous allez essayer de découper ça en étapes, donc en choses accessibles aussi. Et puis de réfléchir à la valeur, comment donner de la valeur, un sentiment intéressant aussi à la personne qui va s'en servir. Et puis, comme on l'a vu au tout début, le but, si on veut accompagner ce changement, c'est d'avoir une boucle progressive. Ça ne va pas se faire en 2 secondes non plus, donc il va falloir accompagner le changement. Mais on part d'un besoin réel, en tout cas. Donc pour faire une bonne conception, vous allez devoir donner aussi des feedbacks qui sont utiles, compréhensibles, simples, efficaces. Donc tout ça, ça va vous... Si vous vous mettez à la place d'un utilisateur ou d'une utilisatrice, ce qu'on veut savoir, c'est où on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui nous manque pour progresser, pour améliorer son niveau. Essayez de récompenser, de montrer, de rendre visibles tous vos progrès, que ce soit dans l'apprentissage des compétences, des connaissances, etc. Et puis, on revient encore à la personnalisation qui est importante. Le but, c'est que vous adaptiez le niveau de difficulté à la personne également. Donc ça, c'est quelque chose qui est important en jeu vidéo. Ça ne sert à rien que ce soit trop facile trop longtemps, vous allez vous ennuyer. Si c'est trop dur, vous allez peut-être vous frustrer et arrêter de jouer. Donc il faut maintenir cet équilibre pour que ce soit intéressant pour la personne, en prenant en compte le fait qu'elle va gagner en compétences, gagner en connaissances. Donc il faut que ce que vous lui demandiez progresse aussi avec elle. Donc ça va être important si jamais vous voulez essayer d'appliquer ça. Donc ce qu'on a dit qui marchait moins, c'est juste de mettre des points pour mettre des points, même si ça ne fait pas de sens. Dans des exemples qui existent, je pense que j'ai vu des outils RH qui voulaient forcer les employés à se connecter tous les jours à un outil qui n'était pas intéressant et utile. Et la seule chose qu'ils avaient mis, c'est rajouter des points. Donc on se connectait, ça donnait des points, mais ça manquait vraiment de sens. Oui. Comme je disais aussi, on pourrait croire que on va mettre de la compétition, les gens vont s'affronter, ça va marcher. Non, il faut aussi penser au fait que ça peut avoir des effets contraires, que ça peut être toxique, que ça peut apporter du stress ou de la tension. Donc, ce n'est pas non plus la recette miracle pour que ça marche. Et puis, c'est peut-être moins vrai récemment, mais il y a eu l'essor, quand au début on a parlé de la ludification, donc gamification en anglais. Beaucoup d'entreprises voulaient mettre de la ludification un peu partout, pas forcément de la bonne manière, juste pour avoir le mot et dire « Ah, mais regardez, on fait quelque chose de plus fun » ou on fait quelque chose de plus innovant, mais finalement, le produit n'était pas forcément meilleur ou bon. Donc là, si on veut faire une ludification qui a du sens, je vais vous dire d'imaginer que vous êtes un professeur d'histoire. Imaginez que vous devez enseigner à vos étudiants la période historique de la Rome antique. Et vous voudriez mettre un peu de ludification dedans. Donc, vous pourriez faire quelque chose de simple. Vous pourriez faire un quiz, poser des questions sur Rome. C'est une forme de ludification, c'est ce qu'on appelle une ludification structurelle. Ça reprend une forme de jeu existant et ça rend ça un peu intéressant. Si on veut aller plus loin, le but, ce serait d'avoir une ludification qui a du sens. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Donjons et Dragons dans la salle? Des rôlistes, très bien. Imaginez que vous êtes prof d'histoire et que pour que vos étudiants comprennent la Rome antique, vous allez faire un jeu de rôle où chaque étudiant va avoir un rôle différent. Un va être un sénateur, un va être Jules César, un va être un citoyen. Et vous les faites jouer à un scénario pour mieux comprendre l'époque. Là, on est sur un niveau différent qui a du sens parce que ça va les engager. Ils vont avoir une projection, ça va avoir un engagement dans le temps aussi. La connaissance, tout ce qu'ils vont avoir appris en cours, ils vont pouvoir le contextualiser. Ils vont avoir une expérience. Et ça, ils vont s'en souvenir beaucoup mieux que si c'est juste un cours classique ou si c'est juste un questionnaire. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire que ça supporte, ça donne du sens et ça aide aussi à avoir juste une simple évaluation. Parce qu'on parle de changement, de soutien, on parle quand même de beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que je vais vous parler aussi d'éthique. Donc, on parle aussi, quand on crée des interfaces, on parle aussi de charge cognitive. On va travailler avec des écrans, avec des interfaces qui peuvent être lourdes aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant qu'utilisateurs, vous comme moi, on n'a pas non plus une mémoire illimitée. On ne peut pas mémoriser 10 infos dans une page, etc. Donc, on a des compétences, mais on a aussi des restrictions. Donc, l'inconvénient de la ludification, vu qu'on est sur des nouvelles interfaces, on veut apporter plein de feedback, plein de retours, etc. Dans les points positifs, donc oui, on peut avoir des notifications, on peut avoir des manières de représenter tout ça. Dans les points négatifs aussi, peut-être que ça va rajouter une charge cognitive, plus de densité informationnelle, donc plus de poids, finalement pour la concentration des personnes. Donc c'est des aspects en tant que concepteur, designer, auxquels il faut penser aussi. Donc attention à la charge cognitive et à la densité informationnelle dans vos écrans. L'autre question à se penser aussi, puis nous on défend ça en expérience utilisateur, il faut qu'on est du côté de l'humain, on défend ça aussi.
Pour certains produits, entreprises, compagnies, le but, c'est d'être sur plutôt un aspect performance. Peut-être qu'on veut juste augmenter justement le fait qu'il y ait un meilleur rendement de la part des employés ou plus de profitabilité, etc. Ou est-ce qu'on veut aider les personnes à se développer? Donc, est-ce qu'on pense aux besoins, aux compétences et aux limitations humaines, ou est-ce qu'on pense juste aux effets, aux bénéfices que la compagnie peut en tirer aussi? Dans les exemples, je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà pris Uber, on l'a dit, très bien. Donc, si les chauffeurs, les conducteurs Uber, ils ont une application quand ils conduisent, et donc s'ils font plusieurs courses d'affilée, eux aussi, ils ont des streaks, comme dans Duolingo, ça veut dire qu'ils vont avoir un bonus, un paiement supplémentaire s'ils font plusieurs courses à la suite. Mais comme on disait, leur but, le but d'Uber quand c'est ça, c'est d'inciter les conducteurs à conduire plus longtemps. Mais finalement, ça peut poser des problèmes d'éthique si la personne est fatiguée, mais qu'elle a vraiment besoin d'argent, peut-être qu'elle va être tentée de faire cette petite course en plus, mais ça peut être risqué pour elle-même ou pour le client également. Donc on voit qu'il y a les intentions de la compagnie qui veut récompenser finalement plus de travail, mais ça peut avoir des impacts sur le bien-être de la personne ou de l'utilisateur dans ce cas-là. Comme on disait tout à l'heure aussi, si c'est une app de sport, une app de fitness comme Strava, mais il y en a d'autres aussi, Nightrun, etc., qui vous incite à avoir une activité sportive régulière, ce qui est positif, mais suivant le contexte, si une fois de plus vous êtes fatigué, si vous êtes blessé, etc., est-ce que c'est éthique de demander à la personne de refaire un effort en plus alors que peut-être qu'elle n'a pas l'état physique et mental pour ça? Donc ça poserait aussi une question d'éthique. Dans les auteurs aussi en psychosocial, on a la théorie du nudge. Donc on a des auteurs, Thaler et Sunstein, qui ont travaillé sur leur approche du nudge. Pour eux, par exemple, c'est de dire qu'on peut pousser ou changer un comportement juste en présentant les choses de manière différente, en les rendant plus accessibles, plus visuelles, plus abordables. Ça va permettre de changer l'attitude ou le comportement des personnes. Ce qui nous renvoie finalement à la position du concepteur, du designer. Si vous dessinez, vous allez concevoir un produit, un service ou un site web, par exemple, vous avez aussi des responsabilités. Ce qu'on dit, c'est qu'un UX designer ou un concepteur en général, c'est un peu comme un magicien aussi. Donc, ça vous guide, ça vous cache des informations, ça vous montre des choses. Donc, il y a des choix qui sont faits pour montrer, favoriser tel chemin, telles informations, etc., pour inciter à prendre une décision. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. L'autre métaphore qu'on pourrait utiliser, c'est de dire que c'est de donner l'illusion du choix finalement aux utilisateurs et aux consommateurs. À la fin, vous pensez que vous avez le choix. Mais finalement, vous avez un set de choix qui est restreint et défini parce que des concepteurs, une compagnie à l'avance, a défini que vous auriez le choix parmi 10 fonctionnalités, par exemple. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent arriver. Et mon dernier exemple pour dire que le concepteur a quand même des responsabilités. Imaginez que vous êtes dans une ville en vacances, vous adorez un style de musique, le jazz par exemple, et il y a votre band préférée qui joue dans un bar. Sauf que vous ne connaissez pas la ville. Votre seule manière de trouver des recommandations pour un bar ou un restaurant, vous ouvrez votre application, vous allez utiliser Yelp, et c'est pas de chance, ce bar où il y a votre band préférée n'est pas référencé dedans. Et vous ne le saurez jamais. Donc ça dit quand même que on est quand même très influencé et filtré par les technologies. Donc le concepteur, vous comme moi, si jamais vous créez des outils, c'est sûr qu'il faut réfléchir à ces choses-là, de qu'est-ce qu'on montre à la personne, pourquoi, qu'est-ce qu'on cache, dans quel sens, etc. Ça va avoir des impacts sur votre utilisateur final. Vous avez peut-être déjà entendu parler de dark patterns, un peu, oui. Donc nous aussi, donc en UX design, c'est des éléments dont on parle beaucoup aussi pour faire attention. Donc si je reviens sur la définition de la ludification, c'est l'utilisation des éléments de jeu qui viennent des jeux vidéo pour changer un comportement. Donc la définition du dark pattern, c'est d'avoir des stratégies de design qui vont essayer de manipuler l'utilisateur final pour servir les intérêts premiers de la compagnie ou du système. Et l'autre vocabulaire aussi qui est utilisé, plus par Norman et Nielsen, c'est ce qu'on appelle le deceptive design, donc le design décevant, si on veut. C'est une interface qui volontairement donnerait des fausses informations, ne montrerait pas certaines informations dans un but précis aussi. Donc, c'est des choses qui existent, auxquelles vous, en tant que consommateur, vous devez être aussi informé, faire attention à ça. Et en tant que concepteur, c'est aussi une question d'éthique et de déontologie de ne pas utiliser ces éléments-là à des mauvaises fins. Dans la presse, on trouve beaucoup d'exemples. Est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite ou entendu parler? Mais il y a quelques années, il y avait eu des backlash aussi par rapport à ça. Le Store, donc c'est un jeu vidéo multijoueur où c'était beaucoup d'enfants qui jouaient quand même.
ou jeunes adolescents. Et donc, dans le jeu, on peut acheter des cosmétiques, des choses différentes. Et au début, donc le store, le magasin, le fait de pouvoir acheter, même un enfant pouvait acheter parce qu'il n'y avait pas de vérification parentale. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, la compagnie fait beaucoup d'argent, mais c'est de manière très non éthique. Et non seulement ça, mais après, donc, mauvaise presse, les gens en parlent, etc. Donc, ça donne vraiment mauvaise réputation à la compagnie. Si vous avez déjà été sur des sites d'achat de e-commerce où ça vous dit qu'il ne reste plus que 2 items, ou vous allez sur Booking et ça vous dit qu'il vous reste 2 nuits dans cet hôtel, vous avez ce sentiment d'urgence, et en plus, dans certains cas, ce n'est même pas vrai. Donc, c'est quand même des éléments de l'interface qui sont utilisés pour faire pression, pour vous influencer à faire un choix. Donc, ça fait partie des exemples non éthiques aussi. Je continue sur les exemples. Donc, quand votre application Duolingo, Strava Out vous dit que votre streak va disparaître, c'est ça qui vous apporte du stress ou un peu de tension, c'est négatif. Dans d'autres jeux vidéo, notamment Fortnite, ça marche aussi, mais il y a beaucoup de jeux où il y a un Battle Pass, marche comme ça aussi, de vous dire qu'il y a une offre limitée dans le temps, si vous ne l'utilisez pas, vous allez la perdre, rabais, etc. C'est une manière aussi de stresser les gens, de les forcer à l'achat, ou de les pousser en tout cas dans cette direction. Et puis, certains jeux, certains outils utilisent tout ce qui est tableau de bord temporaire. Donc, oui, vous êtes 3e du classement, mais juste pour cette semaine, si tu veux rester dedans, il faut que tu continues à jouer. Donc, ça aussi, encore un effet stressant. C'est un peu négatif également. Donc, les gens vont jouer sur la peur de manquer quelque chose, donc le FOMO, Fear of Missing Out. Et donc, déjà, ça peut nous stresser, nous, en tant qu'adultes, mais donc, il y a des populations qui sont plus vulnérables, comme on a vu, justement, les enfants, on ne veut pas les laisser acheter des choses dans le store. Et puis, si on pense plus aux adolescents qui sont en construction identitaire, où beaucoup de choses passent aussi par les réseaux sociaux, on ne veut pas non plus rajouter du stress, rajouter la peur de manquer quelque chose ou ce genre de choses. Donc, c'était ce qui concluait ma partie sur l'éthique. Pour conclure la présentation en général, donc j'espère que maintenant vous en savez plus sur tout ce qui est ludification. Comme vous voyez, ça peut avoir un impact fort si c'est bien réalisé. Ça peut guider des comportements, des attitudes dans plein de domaines différents. Et puis, ça reste bon si jamais vous êtes plutôt sur des choses qui vont donner du sens, de la valeur pour vos personnes, pour vos utilisateurs finaux. Je vous remercie.